Quel sens donc donner à cette notion d'enracinement? Je voudrais vous montrer que plusieurs conditions conduisent à la représentation que l'on en a. Tout d'abord parce que le terme d'enracinement renvoie immédiatement au végétal et à sa racine, nous le pensons spontanément comme un ancrage dans le sol et dans un territoire. Et par extension, nous considérons que si un individu, pour être protégé par les droits de l'homme, doit avoir des droits nationaux, nous considérons donc cet enracinement comme un ancrage dans le sol de la nation et dans un territoire donné qui est celui qui est garanti par l'état de droit. Je voudrais vous montrer que cette représentation repose sur une certaine conception du pouvoir politique et de la souveraineté qui, en l'occurrence, s'est développée avec les États modernes, dont la finalité est d'assurer, à travers la souveraineté sur un territoire donné, les droits et la protection des individus. Cette conception de l'État moderne, nous l'héritons de Hobbes, dont la grande vertu a été véritablement de penser la notion de sujet de droit et d'égalité des sujets de droit, mais qui est habitée par une certaine conception du pouvoir dont nous sommes encore héritiers, qui consiste à identifier le pouvoir à la domination. Elle est celle, par exemple, que nous retrouvons chez un sociologue comme Max Weber lorsqu'il définit l'État comme ce qui a le monopole de la violence légitime. Le pouvoir, il est essentiellement défini et conçu comme un pouvoir sur quelque chose ou sur quelqu'un. Il n'est d'ailleurs pas étranger à la possibilité donc de la violence. Et nous constatons, je disais que nous en sommes héritiers, que nous sommes héritiers d'une telle conception, lorsque nous prenons acte de la difficulté que nous avons à envisager des conflits sociaux autrement que dans la violence. Si cette conception est héritière de Hobbes, c'est parce qu'il définit le pouvoir politique souverain comme ce qui garantit la vie et la sécurité des individus. Petit rappel, en l'absence d'un pouvoir politique commun, les hommes sont dans ce qu'il appelle un état de nature, c'est-à-dire sont naturellement dans des rapports de force et de violence, qui les conduit à être dans une situation de guerre de tous contre tous et de chacun contre chacun, de risquer à tout moment de faire l'expérience de la violence de l'autre, de mourir de manière violente. Dans ces conditions, le pouvoir politique est ce qui va pouvoir assurer la sortie, à travers un contrat, la sortie d'un tel état, en assurant, s'il le faut par la force, tout au moins par la crainte que les individus peuvent éprouver de ce qu'il va leur arriver au cas où ils ne respecteraient pas leur engagement, c'est-à-dire qu'il s'agit en quelque sorte pour Hobbes de substituer la crainte que je peux avoir que n'importe quel individu vienne exercer sa violence sur moi à une crainte en quelque sorte envers moi-même, c'est-à-dire c'est la crainte de ce qui pourrait m'arriver au cas où je ne respecterais pas mon engagement. Mais je suis donc la cause là de ce qui pourrait m'arriver. Le pouvoir politique est donc, et il prend la forme, pour que cette crainte puisse fonctionner, il prend la forme du Léviathan, nous dit Hobbes, c'est-à-dire de ce monstre qui suscite la crainte pour faire en sorte que les individus respectent leurs engagements. Le pouvoir politique, puisque chaque citoyen, chaque individu délègue son pouvoir et sa force au pouvoir souverain, le pouvoir politique devient donc ce qui détient la légitimité de l'usage de la force, garantissant sur son territoire une égalité de droits de tous les citoyens, pour la bonne et simple raison que tous les citoyens appartenant au contrat se sont engagés de manière identique. Le pouvoir politique, donc, est ce qui détient, on retrouve bien ici ce que j'évoquais à propos de Max Weber, lorsqu'il dit que le pouvoir politique est ce qui a le monopole de la violence légitime. Le pouvoir politique détient donc la légitimité de l'usage de la force sur son territoire. Il est la condition de la coexistence, et là nous précise Hobbes, sans laquelle aucune industrie n'est possible. Il est intéressant alors de remarquer qu'en faisant du pouvoir ce qui a pour finalité de garantir la vie, le pouvoir politique
en conséquence, et ce qui s'attache à libérer les forces productives au sein d'une société. Pourquoi cette remarque? Parce que c'est par la suite ce qu'en partie Foucault décrira comme la gouvernementalité néolibérale, qui vise à faire du marché, de l'entreprise et de la concurrence la puissance qui confère forme à la société. Pour le dire simplement, petite parenthèse à propos de Foucault, pour le dire simplement, il s'agit avec une telle conception du pouvoir donc assimilé à la notion de domination, il s'agit avec une telle conception du pouvoir de faire en sorte que le marché soit possible et qu'il devienne le principe de régulation de la société. Cette captation de la vie, cette idée donc qu'on trouve chez Hobbes, comme quoi le pouvoir politique est ce qui garantit par un usage légitime de la force la paix, la sécurité et donc la vie des individus. Donc cette captation de la vie par le pouvoir politique est ce que Foucault a nommé le biopolitique. On peut discuter une telle approche rapide, mais quoi qu'il en soit, on voit dans la période que nous traversons comment des impératifs économiques prennent le pas sur la question de la vie et de la survie des individus. Force est de constater, par exemple, actuellement, que la tension à laquelle nous assistons quant au calcul des risques à prendre sur les vies des individus au nom de la reprise économique renvoie à des décisions d'un pouvoir souverain qui est parvenu à s'inscrire de manière multiple et diffuse chez les individus et dans les strates de la société à un point tel que même ceux qui peuvent éviter de risquer leur vie et leur santé sont prêts à le faire et acceptent cette condition quand bien même elle ne relève pas d'une nécessité vitale. L'idée, donc, est de montrer comment notre conception du pouvoir, avec la naissance des États modernes, et Hobbes est bien celui qui construit véritablement ce concept d'État moderne, comment cette notion de pouvoir repose sur une certaine idée du pouvoir qui est posé comme assimilé à un pouvoir sur quelqu'un, ou un pouvoir sur quelque chose, pouvoir donc qui est pensé comme assimilé à la domination. Or, justement, le pouvoir n'est pas la domination. Il s'agit de deux termes différents qu'il s'agirait ici de distinguer. Et là encore, c'est Hannah Arendt qui nous offre l'occasion de le faire. Pourquoi? Parce que la domination suppose l'exercice de la force d'individus sur d'autres. Or, le pouvoir, dans son sens premier, le pouvoir est avant tout une possibilité d'agir. J'ai le pouvoir de faire quelque chose quand je peux le faire. Autrement dit, le pouvoir n'est l'action. Et je lis ce petit passage d'Hannah Arendt. Le pouvoir correspond à l'aptitude de l'homme à agir et à agir de façon concertée. Le pouvoir n'est jamais une propriété individuelle. Il appartient à un groupe et continue de lui appartenir aussi longtemps que ce groupe n'est pas divisé. Lorsque nous déclarons que quelqu'un est au pouvoir, nous entendons par là qu'il a reçu d'un certain nombre de personnes le pouvoir d'agir en leur nom. Bien, lorsque nous déclarons que quelqu'un est au pouvoir, nous entendons par là qu'il a reçu d'un certain nombre de personnes le pouvoir d'agir en leur nom. Le pouvoir, autrement dit, n'est pas un pouvoir sur quelque chose, il est d'abord un pouvoir en commun. Alors on pourrait dire que cette distinction pouvoir-domination est juste une distinction de termes. Mais ça n'est pas simplement une distinction de termes, c'est une distinction de réalité. Et elle nous conduit à une réflexion justement sur la politique. C'est-à-dire que si le pouvoir, si la réalité du pouvoir, c'est ce qui permet d'agir, et si la réalité du pouvoir n'est pas la même que la réalité de la domination, ça signifie que le pouvoir politique et la politique n'est pas la domination d'individus sur d'autres, elle est l'action concertée qui donne le pouvoir d'agir en commun. Au contraire, le rapport de domination qui, par l'usage de la force et de la violence, réduit les individus à l'obéissance, n'est pas politique. Il n'est pas ce qui rend possible une existence dignement humaine. Pourquoi? Bien, il faut revenir ici, pour le
comprendre peut-être à cette définition que Arendt donne de l'existence, ou en tout cas ce point de départ, et qu'on trouve au début de la condition de l'homme moderne, et qui est un point essentiel parce qu'il est un renversement complet de toute la tradition. Au fond, l'existence humaine, on l'a toujours traditionnellement pensée par rapport à la question de la mort. L'homme, c'est cet être qui est mortel et qui le sait. Or, Arendt nous dit, si toute notre tradition définit l'existence à partir de la question de la mort, elle laisse de côté une dimension essentielle. Exister, avant d'être un être pour la mort, comme dirait Heidegger, exister, c'est d'abord naître. Or, cette remarque-là est absolument essentielle. Penser l'existence à partir de la naissance, c'est penser que exister, c'est d'abord venir au monde, c'est un monde qui existe déjà, qui est déjà là avant moi, et que l'existence consiste déjà d'emblée à avoir un point de vue, à naître à partir d'un point de vue sur le monde. Première remarque. Mais deuxième dimension essentielle, quand on définit l'homme comme cet être mortel et qu'il le sait, c'est-à-dire quand on définit l'existence par rapport à la mort, on pense l'existence de manière solitaire. Penser l'existence à partir de la naissance, c'est penser d'emblée l'existence comme plurielle. C'est penser d'emblée l'existence à travers la notion de la pluralité. Et ce qu'elle nous précise ici d'emblée, nous sommes tous pareils, c'est-à-dire humains, sans que jamais personne soit identique à aucun autre homme ayant vécu, vivant ou encore à naître. Penser l'existence, tout elle, c'est penser la pluralité. Or, quand le pouvoir se pense à travers la question de la domination, il ne pense pas la pluralité, il unifie, il s'interdit de prendre en compte la pluralité des singularités. Et c'est justement ce qui est le propre des pouvoirs des systèmes totalitaires, qui se sont attachés à nier l'humanité des individus. Comment? On voit bien comment les systèmes totalitaires consistent justement à nier la pluralité. Alors elle nous montre à travers toutes les analyses du totalitarisme qui consistent à montrer comment une des caractéristiques du totalitarisme c'est de nier la distinction entre vie privée et vie publique. La vie privée, c'est justement ce qui fait la différence avec les autres. Et si nous sommes tous identiques en ce que nous pouvons tous participer à la vie publique, en ce que nous pouvons tous réfléchir, dialoguer ensemble, nous sommes tous différents parce que nous avons tous d'abord un point de vue privé sur le monde. Or, les régimes totalitaires qui nient cette distinction entre la vie publique et la vie privée sont bien des régimes dans lesquels il y a une négation de la politique. Et cette négation de la politique, elle se manifeste à travers une négation de la pluralité. C'est en ce sens que le totalitarisme, en niant la pluralité, et c'est-à-dire en niant l'existence collective, c'est-à-dire en niant l'humanité, s'est attaché à faire des individus des êtres superflus. C'est en ce sens que le totalitarisme s'est attaché à réduire l'individu humain à simplement des processus vitaux. Et ce processus vital, c'est quoi? C'est la première catégorie qu'elle pose quand elle analyse les différentes activités humaines. La première activité humaine, c'est le travail. Le propre du travail, c'est d'être sous le régime de la consommation, mais il n'est pas une activité uniquement humaine. La cellule elle-même travaille. N'importe quel organisme travaille. Donc, le camp de travail, par exemple, comme laboratoire du totalitarisme, c'est la réduction de l'individu à son activité la plus basse qu'il a en commun avec d'autres êtres biologiques. Et c'est donc, par là même, la négation de son humanité. Pour faire un petit point sur ce que je disais à propos de l'analyse de Foucault tout à l'heure, Arendt va en produire d'autres, où elle va dire, mais au fond, c'est quoi la société de consommation, comme société en quelque sorte post-totalitaire? C'est une société dans laquelle le paradigme même qui organise notre société, c'est la consommation, c'est-à-dire le travail, c'est-à-dire l'activité humaine la plus basse, et qui laisse totalement de côté l'activité humaine la plus haute, qui est quoi? Qui est le fait que l'homme n'est pas simplement un être qui consomme, c'est pas simplement un être qui produit des objets,
C'est un être qui est capable de parler et d'échanger avec les autres autre chose que des objets. Et par le fait qu'il est capable de parler et d'échanger avec les autres autre chose que des objets, il est capable d'échanger, de dialoguer et d'agir en commun. Et ça, c'est l'activité humaine la plus haute, à savoir la politique. Mais, alors, on voit bien comment le pouvoir n'est pas à penser sur le mode de la domination. Le pouvoir, c'est un pouvoir d'agir en commun à travers cette capacité que nous avons de dialoguer et de pouvoir nous concerter et de pouvoir agir de manière concertée. Le problème des systèmes totalitaires, c'est qu'il a uniformisé les comportements des individus en niant cette pluralité. Le problème de la société de consommation comme société post-totalitaire, c'est qu'elle uniformise de la même manière les comportements, elle les standardise à travers une logique de consommation. Pourquoi ce détour? Parce que nous disions que la protection et la prise en compte de la fragilité humaine par les droits exigeait une inscription politique de chacun. Que cette inscription, en tant que citoyen, était la première condition pour que soit prise en compte la nudité de l'être humain et que celle-ci ne reste pas abstraite. Comprendre que le pouvoir ne doit pas se confondre avec la souveraineté, qui est toujours en mesure, souveraineté qui est pensée sur le mode de la domination, qui est toujours en mesure d'exclure des individus par une décision justement souveraine. Par exemple, c'est position dans laquelle se retrouvent les individus sans papier, les apatrides, etc. Pensez donc que, comprendre que le pouvoir ne doit pas se confondre avec la domination, c'est saisir que la cité politique n'est pas d'abord à comprendre en sa localisation physique, territoriale ou géographique. Ce qui fait la participation à la vie politique, c'est pas le fait d'être ancré sur un territoire physiquement, géographiquement défini. Autrement dit, ce n'est pas le territoire qui définit l'espace, mais c'est l'organisation collective de cette pluralité, l'organisation du peuple qui définit le politique et qui, par là même, va garantir des droits. C'est la participation à l'action politique qui rend possible l'appartenance et qui, par là même, définit les droits qu'un individu va avoir et qui, par là même, se pose comme condition pour que les droits de l'homme soient respectés. Il s'agit donc bien de distinguer, je disais pour commencer que dans la question de l'enracinement, on est immédiatement pris dans cette métaphore de la plante, et donc la plante est enracinée dans un territoire, qu'on a une tendance à penser l'enracinement immédiatement comme enracinement dans un territoire. Eh bien, cette tendance que nous avons à penser l'enracinement dans un territoire, elle est en quelque sorte nourrie encore davantage par la conception même du pouvoir que nous avons, que nous identifions à la domination et à la souveraineté, et qui par là même, en quelque sorte, se pense d'emblée à partir d'un territoire. Or, ce qui constitue l'appartenance politique, c'est pas d'abord à penser à partir d'un territoire, c'est à penser par rapport à cette capacité d'agir, de dialoguer, d'agir en commun, et c'est ça qui fait la communauté politique. On peut avoir un territoire sans qu'il n'y ait plus aucune politique. Et finalement, c'est ce qui peut se passer dans des systèmes totalitaires, c'est ce qui peut se passer dans des systèmes contemporains dans lesquels, par exemple, on n'est que dans des rapports de souveraineté et de domination, où on est entièrement conduit par des logiques de productivité ou de consommation, et où finalement passent en priorité toutes les décisions à intérêt économique, laissant totalement de côté la politique, c'est-à-dire la concertation commune, la capacité d'agir en commun. Donc, cette dissociation de la question politique et de la question du territoire, je vais vous lire un petit texte pour dire sur ce point, Arrête la précise ici. Elle dit bien, où que vous alliez, vous serez une police. Cette phrase célèbre n'est pas seulement le mot de passe de la colonisation grecque. Elle exprime la conviction que l'action et la parole créent entre les participants un espace qui peut trouver sa localisation juste presque n'importe quand et n'importe où. C'est l'espace du paraître au sens le plus large, l'espace où j'apparais aux autres comme les autres m'apparaissent, où les hommes n'existent pas simplement comme d'autres objets vivants ou animés,
mais font explicitement leur apparition. Cet espace n'existe pas toujours, et bien que tous les hommes soient capables d'agir et de parler, la plupart d'entre eux n'y vivent pas. Tels sont dans l'Antiquité l'esclave, l'étranger et le barbare, le travailleur ou l'ouvrier dans les temps modernes, l'employé et l'homme d'affaires dans notre monde. En outre, nul ne peut y vivre constamment. En être privé signifie que l'on est privé de réalité, réalité qui, humainement et politiquement parlant, ne se distingue pas de l'apparence. La réalité du monde est garantie aux hommes par la présence d'autrui, par le fait qu'il apparaît à tous. L'espace de l'apparaître commence à exister dès que les hommes s'assemblent sur le mode de la parole et de l'action. Il précède par conséquent toute constitution du domaine public et des formes de gouvernement, c'est-à-dire les diverses formes sous lesquelles le domaine public peut s'organiser. Il a ceci de particulier qu'à la différence des espaces qui sont l'œuvre de nos mains, il ne survit pas à l'actualité du mouvement qu'il a vu naître. Il disparaît non seulement à la dispersion des hommes, comme dans le cas des catastrophes qui ruinent l'organisation politique d'un peuple, mais aussi au moment de la disparition ou de l'arrêt des activités elles-mêmes. Partout où les hommes se rassemblent, l'espace public est là en puissance, mais seulement en puissance, non pas nécessairement ni pour toujours. Si les civilisations naissent et meurent, si de puissants empires et de grandes cultures déclinent et sombrent sans catastrophe extérieure, c'est en raison de cette particularité du domaine public qui, reposant finalement sur l'action et la parole, ne perd jamais complètement son caractère potentiel. On peut emmagasiner la puissance et la conserver en cas d'urgence, comme les instruments de la violence, elle n'existe qu'en acte. Le pouvoir qui n'est pas actualisé disparaît. Autrement dit, pour revenir à notre question de l'enracinement, la métaphore de la racine ne doit pas nous tromper ici. En nous donnant les moyens de penser autrement le pouvoir et en distinguant le pouvoir de la domination, en définissant la politique comme l'action commune concertée, Arendt nous donne les moyens de penser autrement l'enracinement que sur le modèle d'une revendication territoriale. Cela exige de redonner toute sa place à la politique, qui ne peut être pensée que sur une logique d'inclusion et non d'exclusion, sur une logique de participation à l'action. Les êtres déracinés ne sont pas d'abord ceux sans territoire, ils sont, et là je reviens sur le petit texte que je viens de lire, ils sont dans l'Antiquité l'esclave, l'étranger et le barbare, le travailleur ou l'ouvrier des temps modernes, l'employé et l'homme d'affaires dans notre monde. L'énumération menée par Arendt ici est intéressante parce que ce qu'on désignerait sous le nom de déracinement ne prend pas la même forme pour chacun des cas invoqués. L'esclave, l'ouvrier des temps modernes, l'employé, l'homme d'affaires. En particulier, si on prend le dernier, l'homme d'affaires dans notre monde, certes il peut être déraciné, en ce qu'il ne serait mu que par une activité économique, pas simplement déraciné parce qu'il prend l'avion de matin au soir, mais parce qu'il ne serait mu que par une activité économique et non politique au sens où nous l'avons défini. Toutefois, ce déracinement ne se joue pas et ne se vit pas de la même façon. Si on prend l'énumération qui est posée, de la même façon, de la même manière pour l'étranger, l'ouvrier et l'homme d'affaires. Pourquoi ? Parce que simplement, la place occupée dans la société n'est pas de même nature. Parce que, sans doute, en ces conditions, la condition d'appartenance n'est pas simplement politique, elle est aussi sociale. Ce qu'il va s'agir de penser maintenant, c'est que si l'enracinement se pense comme une appartenance à une communauté politique, appartenance qui rend possible l'action concertée commune, si l'enracinement est pensé à travers une reconnaissance politique, les exemples qui sont donnés par Arendt ici semblent nous montrer que la reconnaissance politique ne fait pas tout, et qu'il est peut-être aussi nécessaire pour penser l'enracinement une reconnaissance sociale, ou même toute forme de reconnaissance. C'est ce que nous allons voir maintenant. Avoir une existence politique ne se définit donc pas d'abord par un territoire ou à travers un territoire, mais à travers l'appartenance à ce monde commun dont nous avons parlé.
Et l'appartenance politique se pense d'abord dans une relation aux autres hommes. L'existence, pour le formuler autrement, l'existence est d'emblée une existence plurielle, une existence collective. La question du déracinement ne renvoie pas uniquement pour autant à celle de l'apatridie, de la situation de celui qui n'appartient à aucune communauté politique. Si la question du déracinement fait bien signe vers la question des sangs que nous n'avons cessé d'évoquer, elle nous montre bien que l'on peut avoir une nationalité et se retrouver sans droit et en ce sens déraciné. C'est ce que nous montre la situation des sans-domicile fixe, des sans-abri, etc. Autrement dit, la reconnaissance n'est pas uniquement politique, elle est aussi individuelle, affective, sociale, culturelle, et se joue à des niveaux différents. Tout enfant, par exemple, a besoin d'occuper une place au sein d'une cellule familiale, au sens large, pour se développer. C'est ce que montrent, par exemple, les travaux du psychiatre psychanalyste Winnicott, lorsqu'il montre que très tôt, en tant qu'enfant, nous tissons des relations affectives avec notre entourage le plus proche. Suite à la phase de symbiose vécue entre le nourrisson et la personne affective de référence, un équilibre montre qu'un équilibre entre dépendance et autonomie tend petit à petit à s'instaurer dans la relation. Et que cette seconde phase débouche alors sur un équilibre précaire entre autonomie et dépendance, grâce auquel l'enfant, qui se retrouve fort du soutien affectif que lui procure sa personne de référence, va progressivement acquérir une capacité à être seul. Donc tout individu, dès la plus petite enfance, s'enracine dans des relations affectives, condition de son développement. Cette expérience se poursuit, s'étend par la suite aux liens érotiques amicaux que les individus vont contracter tout au long de leur vie. C'est les relations amoureuses au sens large que les sujets tissent avec leurs proches, qui permettent alors à chacun de trouver une forme de confirmation de lui-même. Cette première étape, la nécessité d'une reconnaissance affective, est ce que le philosophe contemporain Axel Honneth, qui dirige actuellement l'école de Francfort, cette reconnaissance affective est ce qui va permettre de développer, selon ses termes, qu'on appelle la confiance en soi. Mais chaque individu, pour exister, n'a pas simplement ou uniquement besoin de cette reconnaissance affective permettant de développer la confiance en soi. Il a aussi besoin d'une reconnaissance sociale. Chaque individu a besoin d'occuper une place dans la société et d'être reconnu par les autres pour ses qualités, pour ses capacités particulières, afin de se sentir utile et de développer le deuxième sentiment de rapport à soi que Axel Honneth désigne sous le terme d'estime de soi. Chaque individu donc, a besoin, première étape, d'une reconnaissance affective pour développer la confiance en soi, d'une reconnaissance sociale pour développer l'estime de soi. Une troisième dimension que Honneth aborde, qui est la reconnaissance politique. Chaque individu a besoin d'être reconnu comme ayant des droits et qui permet de développer ce troisième point qu'il appelle le respect de soi. Cette reconnaissance politique, au fond, nous en avons parlé dans le point précédent, quand on évoquait cette question d'appartenance à un monde commun. Or, ce que d'ailleurs Axel Honneth nous montre, c'est que cette triple reconnaissance, confiance en soi, estime de soi, respect de soi, semble assez incompatible, et il opère une critique de société contemporaine, semble assez incompatible avec les formes prises par le nouveau capitalisme. Pourquoi ? Parce que le dynamisme économique du capitalisme est conditionné par la flexibilité du marché du travail, capable de requalifier et de déplacer, de délocaliser en permanence dans une recherche de gains supérieurs en productivité et en rentabilité. Ce qui veut dire que si ces trois éléments sont nécessaires pour de reconnaissance, sont nécessaires pour l'existence de tout à chacun,
et qui garantissent l'ordre social, cet ordre social devient difficilement conciliable avec la forme que prend le capitalisme dans le monde globalisé que nous vivons. Il souligne comment d'ailleurs l'État social freinait cette tendance à la destruction du lien social. Mais le capitalisme est parvenu à mobiliser de nouvelles ressources normatives comme l'individualité ou la compétition qui détruisent la solidarité. En d'autres termes, dans notre époque contemporaine, nous montre-t-il, la solidarité n'existe plus que sous forme d'images médiatisées de la souffrance et de la détresse. On pourrait multiplier les exemples ici, mais il suffit de se rappeler de cette fameuse photo d'un petit garçon de 4 ans échoué, mort sur une plage, pour que subitement il y ait une espèce d'élan de solidarité et le sentiment d'un scandale face à ce qui s'était passé, alors que tout un chacun peut très bien savoir comment la réalité fonctionne. Une telle attitude, nous dit-il, qui est propre à nos sociétés contemporaines, produit des logiques d'exclusion multiples. Et au fond, c'est ces logiques d'exclusion que nous constatons à propos de tous ces sangs que nous avons évoqués. Pourquoi ce détour? Il tente à nous montrer que, face à une telle situation, toute existence requiert différentes formes de reconnaissance, juridique, politique, affective, sociale, qui semblent avoir pour condition le fait d'occuper une place dans le monde, la famille, la société, afin d'être en mesure de construire un rapport à soi. Confiance en soi, estime de soi, respect de soi. L'absence de reconnaissance est ce que, dans nos sociétés contemporaines, est ce que Axel Honneth nomme la société du mépris, qui peut produire alors aussi, en retour, un autre fantasme des racines dans une logique d'exclusion. Donc, il s'agirait ici de montrer, et de comprendre plutôt, comment l'enracinement le plus essentiel est d'abord un enracinement dans une relation aux autres qui permet de construire un rapport à soi. Et que l'absence d'enracinement dans une relation aux autres permettant de construire un rapport à soi produit en retour un fantasme de l'enracinement et des racines qui se construit dans un rapport avant tout au territoire et qui va impliquer par là même des logiques d'exclusion. Cette logique d'exclusion, nous la voyons d'ailleurs se développer à double sens. C'est le sentiment qu'un individu peut avoir de ne pas se sentir chez lui parce qu'il ne se sent pas reconnu et qui se retrouve à revendiquer des racines autres posées parfois comme incompatibles avec les règles, les normes, les valeurs de la société dans laquelle il vit. Mais c'est aussi le sentiment que peut éprouver l'individu que l'autre vient justement le déranger chez lui, parce que finalement, il ne se sent pas reconnu socialement dans la société dans laquelle il vit. Il construit cette logique de fantasme qui produit ce discours du bouc émissaire, qui consiste au nom de racines qui sont pensées comme un enracinement dans un territoire, non pas comme un enracinement d'une relation aux autres, mais comme un enracinement dans un territoire qui conduit par là même à nourrir des logiques d'exclusion. Autrement dit, se sentir chez soi, véritablement, c'est d'abord commencer par construire une relation dans un rapport aux autres. Il n'y aurait pas de chez soi, d'abord, sans un rapport aux autres.